Présente à son audimat. Cette émission donne lieu à un débat, des questions-réponses, des échanges et enfin une antenne ouverte au public. Perspective aborde successivement divers thèmes essentiels à l'édification multiforme d'un pays et c'est tous les vendredis de 17h à 18h avec Maguette Bodge. Amis auditeurs, merci encore d'être avec nous cet après-midi, comme tous les vendredis, autour de votre émission Perspective. Perspective aujourd'hui sera animée encore une fois par notre cher ami Monsieur Philippe Leclerc pour la suite de nos deux dernières émissions parlant du développement solidaire. Donc nous voici dans le troisième volet de notre série d'émissions consacrée à l'économie solidaire. Dans un premier temps, nous avons vu que des initiatives solidaires se mettent en place partout dans le monde. Les populations s'organisent entre elles, aidées par les nouveaux outils de communication comme l'Internet pour mettre en place une autre forme d'économie, basée sur le respect de l'homme. Face aux terribles inégalités de ce monde, où les riches, peu nombreux, sont toujours plus riches, et où les pauvres souffrent de plus en plus, les citoyens du monde s'organisent. C'est le commerce équitable dans lequel le producteur est payé au juste prix par la seule volonté du consommateur. Ce sont de nouvelles formes d'entreprise où le patron partage la richesse avec ses employés qui, en retour, produisent de la qualité de travail qui génère du chiffre d'affaires. C'est aussi plus de solidarité entre les générations avec la production de biens durables qui respectent l'environnement et donc la planète tout entière destinée à nos enfants. Dans un deuxième temps, nous avons examiné les conditions d'établissement d'une économie solidaire en Afrique, organiser un nouveau dialogue, véritable contrat social dans l'entreprise, respecter des normes simples, acceptées par tous, ne pas avoir peur de se remettre en question par l'évaluation ou l'audit organisationnel, servir des salaires équitables destinés à couvrir les besoins essentiels sous peine de devoir faire face à de mauvais comportements et surtout restaurer la confiance entre patrons et salariés, se parler, ne pas se voiler la face. Dans cette dernière partie, chers auditeurs, vous aurez la parole car nous allons parcourir les domaines dans lesquels pourrait émerger une économie solidaire en Guinée. N'hésitez pas à faire part de vos idées, de vos réflexions. Monsieur Philippe Leclerc y répondra. Je vous rappelle qu'il est diplômé en développement local et économie solidaire de l'Université de Valenciennes en France. Il a créé des entreprises de l'économie solidaire, rivalisant avec les multinationales, car produisant un travail de meilleure qualité, entreprises plusieurs fois récompensées pour cette raison. J'ai également le plaisir de vous informer que nous avons créé la chaîne Perspective Guinée sur YouTube et que vous pouvez y retrouver très prochainement l'ensemble des émissions depuis 2014. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter le premier volet sur l'économie solidaire. Il vous suffit de taper perspective.guinea sur votre moteur de recherche. Monsieur Leclerc, bonsoir. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste dire à nos amis auditeurs qu'ils pourront commencer à nous appeler à 20 minutes de la fin de cette édition. L'antenne leur sera ouverte parce que nous allons aborder un certain nombre de centres d'intérêt qui certainement va susciter chez eux une envie de précision, de renseignements plus élargis, plus explicites. Nous nous tiendrons à leur disposition. Également, je voudrais aussi rappeler que, exceptionnellement, Perspective sera rediffusée, ne sera pas rediffusée le samedi comme d'habitude, mais plutôt le dimanche, de 10h à 11h. Monsieur Leclerc, encore une fois, merci d'être là avec nous. Merci, Monsieur Maguette. Je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs pour cette troisième émission sur l'économie solidaire. Effectivement, nous avons examiné les conditions dans lesquelles peut s'implanter une économie solidaire, cette forme alternative de relations économiques entre les hommes.
Nous avons mis en avant l'importance du dialogue, la nécessité de faire renaître la confiance entre les patrons et les salariés, mais aussi entre les citoyens. Nous voyons bien que personne n'a confiance en l'autre dans ce pays, où l'on dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une autre manière de dire que l'on n'a pas vraiment confiance. Si cela continue à paraître impossible, il faut pourtant bien chercher à créer des richesses ensemble. Comment faire ? Il faut définir des enjeux et bâtir un plan d'action pour atteindre des objectifs communs. Mais quels sont-ils ? Dans une entreprise humaine, chacun cherche à vivre mieux et dans certains cas en Afrique, à vivre tout simplement. Vivre ici, ça veut dire quoi ? Se nourrir, se vêtir, disposer de l'eau et de l'électricité, envoyer nos enfants à l'école pour apprendre un métier. Les petits patrons ou propriétaires, comme les ouvriers ou employés, ont les mêmes besoins. Bien sûr, certains chercheront toujours à gagner plus, mais pourquoi faire ? Seront-ils plus heureux ou en meilleure santé avec toujours plus d'argent ? Monsieur Maguette, personnellement, j'ai vu, lors de mes voyages en France, des ministres africains mourir sur des tables d'opération. Ils avaient l'argent pour y aller, mais vous savez, la mort ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres. Ouais. J'ai également connu, et c'était très frappant, un couple de fonctionnaires africains qui avaient réussi à bâtir une maison de 5 étages. Une immense maison comme un bateau. Et puis les enfants ont grandi, sont partis, et puis ce couple s'est retrouvé tout seul dans ces étages. Alors bien sûr, il est normal que le patron qui prend des risques investit son argent, reçoivent en retour le fruit de cet investissement, mais le chiffre d'affaires grandit, surtout avec la qualité du travail. Et la qualité, nous l'avons vu, ne s'obtient qu'avec des travailleurs motivés, qui feront tout pour faire prospérer l'entreprise. Nous avons vu effectivement dans les émissions précédentes que de nouveaux outils d'économie solidaire existent. Je veux vous les rappeler pour que cela soit bien clair pour tous. Nous avons vu qu'il peut y avoir une structuration différente du capital de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le patron, qui est souvent un homme seul, bien seul même face à de lourdes responsabilités, peut par exemple partager ce risque, partager la lourde charge de la gestion de l'entreprise. Comment ? En ouvrant son capital à d'autres associés, par exemple. Nous avons vu qu'ils peuvent être des personnes physiques, mais aussi des entreprises ou des coopératives, ou même les salariés eux-mêmes. Dans l'économie solidaire, la gestion de l'entreprise est souvent participative, avec un intéressement au chiffre d'affaires qui fait que quand l'entreprise gagne, tout le monde gagne. Nous avons vu que l'une des conditions aussi, c'est l'adoption de normes, même simples, dans le cadre de la production, du contrôle qualité et de la gestion financière. Ça semble logique. Nous avons rappelé que l'audit organisationnel et non pas l'audit purement financier, qui souvent ici en Guinée peut être politisé. L'audit organisationnel peut améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Nous avions parlé de l'étude de meilleurs modes de transport, par exemple, pour les merveilleux fruits de Guinée, et de la nécessité de différencier peut-être les prix en fonction de la qualité du produit. Et ceux qui sont plus accessibles, donc moins chers, comme on commence à le voir en France, on les appelle les fruits et légumes moches. Ils sont bons, mais ils sont moches et donc moins chers. Alors, il s'agit également de communication, n'est-ce pas ? C'est votre métier. De communiquer différemment vers l'extérieur, surtout pour... C'est votre métier, Maguette. Ouais. Et... surtout avec les possibilités qu'offre l'Internet, Monsieur Leclerc. Nous avons la radio qui nous permet effectivement de faire savoir les choses. Mais l'Internet est un formidable outil qui est maintenant présent sur tous nos téléphones mobiles ou pratiquement. On peut vendre, nous l'avons vu, n'importe quel produit à l'autre bout de la planète. Mais aussi nous pouvons communiquer entre nous. Tous les jeunes savent bien se servir des messageries comme Messenger, Viber et autres. On voit que la communication passe mieux à notre époque. Encore faut-il avoir accès à l'Internet, mais je trouve qu'ici en Guinée, c'est relativement accessible, sinon si on n'est pas trop gourmand. Donc pour résumer un peu ce que nous venons de dire,
toutes les entreprises, associations ou tout simplement regroupements de personnes, et même surtout dans l'informel, peut s'engager dans une nouvelle façon d'aborder l'économie. Moi, je suis prêt personnellement, et lors de cette dernière émission, je voulais le souligner, je suis prêt à m'investir personnellement auprès des patrons qui auraient compris notre message. Et là, vous avez dégagé, Monsieur Leclerc, un certain nombre d'activités par secteur pour la Guinée, c'est-à-dire des secteurs, des activités tout à fait réalisables et tout à fait adaptées aux besoins en matière de travail, d'emploi pour les Guinéens, les jeunes Guinéens et pratiquement pour toutes les couches de la population. Voulez-vous nous en parler un peu, aborder ce volet? Oui, nous avions évoqué ce point lors de notre première émission, je crois. Je voulais dire en préambule, avant de brosser peut-être, donner quelques exemples, que c'est rarement les marchés ou le chiffre d'affaires qui manquent. On trouve toujours une activité qui peut devenir rentable, ou si elle ne l'est pas tout à fait, elle peut en tout cas employer des gens, surtout lorsque certains n'ont rien, absolument rien, comme dans nos rues parfois. Donc gagner un peu d'argent, c'est déjà quelque chose. Donc ce ne sont pas les activités qui manquent, les activités rémunératrices. Mon expérience montre que ce sont surtout des gens capables de mener ces projets à terme, des porteurs de projets, comme on dit. Il est très rare d'apprendre, ça commence à venir, également ici, mais on en est que c'est un embryon. Mais on a rarement par le passé formé des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise se font généralement eux-mêmes. Ils ont une idée, ils la mènent au bout, ils créent leur entreprise. Or, souvent, ils créent leurs entreprises en fait, mais eux-mêmes, ils n'ont aucune qualification. Parfois. Aucune disposition leur permettant d'asseoir, de structurer des stratégies de management, de gestion des ressources humaines ou tout simplement de contrôle ou je ne sais pas, d'appropriation des outils qui font que ces entreprises peuvent être performantes. Alors, jusqu'à présent, ils y sont tous arrivés, je veux dire. Même sans qualification. Je pense avoir déjà évoqué le cas de ma grand-mère qui avait un restaurant. Elle ne savait ni lire ni écrire, elle savait compter et travailler surtout. Donc, les patrons y arrivent, mais nous arrivons, nous, dans un monde et une société qui va beaucoup trop vite, dans lesquels il faut savoir s'organiser, effectivement, connaître un certain nombre de règles, nous l'avons vu, des normes, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, les prévisions, l'audit qui permet de mieux s'organiser. Alors effectivement, c'est ce que je disais à l'instant, certains patrons se sentent très seuls. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont raté leur affaire. Certains ont fait de grandes entreprises sans aucune qualification. Il y a même des challenges de l'entrepreneur le moins titré, celui qui n'a jamais eu son bac et qui arrive pourtant à faire des entreprises de premier plan. Mais à une seule condition, c'est qu'il s'entoure de compétences. Alors il finit par s'entourer de compétences lorsque l'entreprise grossit, bien évidemment. Mais cela, là, pour s'entourer de compétences, si on ne les trouve pas dans le cercle familial, il ne faut pas hésiter à les chercher ailleurs, au lieu de puiser dans le cercle familial qui est sans aucune compétence ni qualification. Alors je ne veux pas m'immiscer, moi, dans les traditions. On ne s'immisce pas, mais... c'est des traditions, c'est un peu des façons désuètes en Afrique qui font que beaucoup de nos PME, PMI ne sont pas du tout performantes. Il faut en parler, monsieur Leclerc. Je suis d'accord avec vous partiellement, parce que même dans les membres de la famille, sauf vraiment s'ils le font exprès, on peut soit apporter la qualification, soit accompagner. Chacun peut obtenir une qualification ou en tout cas une formation qui lui permette d'effectuer le travail pour lequel il a été recruté. Alors c'est la conscience de chacun. Et si le membre de la famille considère qu'il n'est là que parce qu'il est membre de la famille et qu'il ne fait rien, effectivement, il y a peu de chances que ça marche. Mais même un membre de la famille, moi j'en connais personnellement qui font un bon travail. L'important est de se former continuellement à notre époque. Oui, mais dans les toutes petites entreprises qui baignent dans le milieu de l'informel,
ce que vous venez de dire se vérifie très souvent. C'est la famille, les neveux, le fils quelquefois, mais qu'à un moment donné s'estiment sous-payés, exploités, et puis qui, un beau matin, s'en vont avec un pactole. Tu vois, quand ça se répète souvent, ça s'affaise. Ils s'en vont avec un pactole ou s'installent à leur compte, comme on dit. C'est Oui, souvent mais le avec cas. quel capital? Alors l'économie solidaire, si vous voulez bien qu'on recentre notre Oui, discussion sur qu'on notre ressente affaire. notre discussion et puis que vous veniez... Parce que là, vous avez ciblé un certain nombre de secteurs d'activité, monsieur. Oui, on peut les Quand on passer en parle revue. quand on parle de la Guinée par secteur d'activité, vous avez ciblé tout à fait comme exemple des secteurs tout à fait abordables, n'est-ce pas? Oui, il y en a beaucoup, comme je le disais. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent être, qui peuvent émerger. Encore faut-il pouvoir mettre en place le projet. On prend quelques exemples. Bon, chacun connaît les taxis ici. Les taxis de Conakry, c'est une plaie même parfois. Parce qu'ils ne conduisent pas très bien. Si certains nous écoutent, Si seulement il n'y avait que ça. il faut faire attention. Bon, c'est un secteur que tous les habitants de la capitale connaissent bien. Alors, on peut tous constater les difficultés que rencontrent les taxis. Des véhicules parfois vétustes, même dangereux, mal entretenus. Eh bien, que serait un projet d'économie solidaire dans ce secteur d'activité? Ça serait par exemple le regroupement d'un certain nombre de chauffeurs sous la forme d'une coopérative, par exemple. Mettre des moyens en commun. Quels moyens? Faire un garage. Un garage qui pourrait, par exemple, réparer les véhicules de tous les membres de la coopérative. On pourrait trouver de nouvelles façons de trouver des clients. Il y a des codes avec la main ici, moi, que j'ai du mal à déchiffrer. D'habitude, et tout le monde a un téléphone portable, on appelle un taxi, mais ici, c'est impossible, sauf à en connaître un en particulier. Avec les portables, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais là, quand vous parlez de coopérative, ça va être à l'initiative de qui? Les propriétaires de taxi ou bien les chauffeurs de taxi? Dans une coopérative, je vous rappelle que chacun est coopérateur et dispose d'une voix, donc c'est un organe démocratique. Un animateur, évidemment, serait utile pour donner du liant à tout ça, mais ça peut être un des membres de la coopérative, un chauffeur qui a moins d'activité ou qui, pendant son temps de repos, va s'occuper des ressources communes, qui peuvent être, je l'ai dit déjà, un garage, mais aussi le regroupement, par exemple, permet de mieux négocier des prix d'achat de véhicules. Il est anormal que les pays riches interdisent des véhicules polluants sur leur territoire et qu'on continue à les vendre en Afrique. On n'est pas une poubelle ici. Donc le regroupement permettrait d'être plus fort pour obtenir des ressources communes à tous. Il n'y a pas véritablement ici de concurrence entre les taxis, sauf peut-être dans la rue, où certains s'arrêtent, certains ne s'arrêtent pas, c'est assez chaotique. Donc le regroupement permettrait de mettre des choses en commun pour tout simplement mieux travailler dans des véhicules plus sains et gagner de l'argent, parce qu'un véhicule en panne, on a chacun d'entre nous avons connu le taxi ou la moto qui tombe en panne lors de la course et on est obligé de descendre, d'en chercher un autre. Donc, mettre des ressources en commun, c'est la maintenance, mieux agir sur les prix, parce qu'il y a des effets d'échelle qui permettent de mieux négocier. Pourquoi pas également, là je pense au cas des Émidjans par exemple à Cotonou, qui sont les taxis-motos. Mais il y en a de plus en plus ici. C'est une aussi. Corporation très puissante qui discute, dont les représentants discutent directement avec les pouvoirs publics. Ils sont bien organisés. Ils sont très bien organisés et c'est même devenu une force politique, parce qu'on s'en sert évidemment. Alors, sans aller jusqu'à la politique, on n'est pas là pour ça. Le regroupement d'individus sur des objectifs communs de croissance, de fluidité, des matériels, des matières, permet de gagner de l'argent en plus et de mieux satisfaire les clients surtout. Voilà notre premier secteur. Mais pour les taxis, là, vous me disiez tantôt qu'il n'est pas normal que les pays riches qui interdisent les véhicules polluants sur le territoire continuent à les vendre en Afrique. Nous ne sommes pas une poubelle. Il est vrai, nous ne sommes pas une poubelle, mais en fait, qui fait venir ces véhicules? Ce ne sont pas les Européens qui les font venir.
ce sont nos soi-disant opérateurs qui font venir ces véhicules. Des véhicules, il y en a des véhicules qui sont à peu près neufs. Il y a d'autres, c'est des cercueils ambulants. Et à quel prix ils sont vendus? Ça, c'est un point sur lequel je ne puis m'empêcher de faire allusion. Mais il y a également aussi, puisqu'on parlait de taxi, cette surcharge éprouvante des clients par les taxis. Le chauffeur, il fume dans le taxi. Il a une musique qui vous déprime et vous n'avez pas le droit de lui demander de baisser le volume. Ils sont de plus en plus jeunes, vous les regardez, ils n'ont pas 18 ans. Comment ils font pour avoir un permis de conduire? Et puis, personne ne dit rien. Alors, c'est ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'on en parle, à défaut de pouvoir le dénoncer, mais d'en parler. Eh bien, parce que c'est un peu le culte du misérabilisme, en fait. Voilà. Il n'y a pas de fatalité. Encore une fois, nous avons vu que c'est les relations humaines, c'est les relations entre nous qu'il faut changer. Et ne pas se cacher la vérité, ne pas se voiler la face, nous l'avons dit plusieurs fois. Vous venez de le rappeler, on ne peut rien dire au taxi. Mais justement, le regroupement permet de créer un label, par exemple. Si les clients savent qu'ils vont prendre un taxi adhérent à la coopérative, qui peut avoir un logo, qui peut avoir un signe, qui peut avoir un signe de reconnaissance, il peut être établi entre tous ces chauffeurs volontaires une charte de qualité qui peut comprendre le fait de ne pas fumer, d'être en règle, de ne pas mettre la vie du client en danger, parce qu'il y a des taxis qui ont de graves accidents, malheureusement. Donc, le regroupement permettrait d'apporter une qualité de service à l'usager, et donc, vraisemblablement, à choisir entre deux taxis, le client va choisir celui pour lequel il a perçu un début de garantie. Je ne veux pas dire qu'on va révolutionner ce secteur du jour au lendemain, mais se regrouper autour d'une charte de qualité, mettre des moyens en commun, c'est gagner de l'argent en plus, parce que ça rassure le client. On peut imaginer négocier des prix d'assurance compétitifs lorsqu'on est plusieurs. On peut tout imaginer parce que l'union fait la force, tout simplement. Alors, nous sommes dans des pays où on s'ignore un peu, où on se méfie les uns des autres. C'est normal lorsqu'on sort de dures épreuves comme ce pays en a subi. C'est normal lorsqu'on sort de graves dysfonctionnements ou des années sombres. Tous les pays ont vécu ça. Je crois que pour vivre à Conakry tous les jours, je crois qu'on arrive à un moment où il faut se dire les choses, se regrouper en fonction d'intérêts communs. Les chauffeurs de taxi ont tous les mêmes intérêts. Et je ne pense pas qu'ils soient très en compétition parce qu'il y a énormément de monde à transporter. Malheureusement, je dirais. Mais nous y reviendrons. Absolument. Il y a un autre point qui attire un peu, qui nous incite beaucoup d'intérêt. En dehors de la production agricole, fruits et légumes. Oui, c'est mon dada un peu, vous savez. On en a déjà parlé. Et puis, nous avons aussi l'élevage de volailles locales. Alors ça, c'est un point... Parce aussi. que, Monsieur Leclerc, tout le monde sait que aujourd'hui, cet élevage local est tué par les poulets d'importation et qui ne sont pas contrôlés pour l'essentiel par les nationaux. Alors que l'élevage local est tout à fait plausible et que ça peut occuper énormément de gens et générer tellement de profits, de moyens de vivre décemment. Monsieur Leclerc. Alors pour moi, c'est un mystère. Je dois avouer que je ne suis jamais parvenu. J'ai un peu de moyens, donc je peux mettre un peu d'argent, miser sur un porteur de projet. Je l'ai fait de nombreuses fois dans ce continent. Il est impossible d'avoir une volaille de qualité, même lorsqu'on paye sa nourriture. Tout simplement parce que la pauvreté fait que le dernier porteur de projet à qui j'ai demandé de m'élever des volailles, je pense qu'il mangeait la nourriture des volailles, parce qu'il n'avait rien. Donc il préférait manger la céréale ou le riz plutôt que de nourrir la volaille. Donc effectivement, j'avais des poulets qui n'étaient pas conformes à ma demande. Encore une fois, tout ça s'excuse. Moi, j'excuse beaucoup de choses ici. Et tout ça peut s'organiser mieux. Et encore une fois, en se regroupant. Si un certain nombre de porteurs ou porteuses, parce que les femmes sont aussi à la pointe dans ce domaine,
de projets d'élevage de volailles plus généralement, parce que nous parlons de poulets, mais je suis surpris de voir qu'il est impossible, ou quasiment impossible, de trouver une bonne pintade. Vous savez, la pintade type la pintade de brousse. C'est très difficile d'en trouver à Conakry. Alors que si on en trouve, ça coûte je suis prêt à en excessivement acheter, cher, toutes les parce que semaines. les gens pensent que sont automatiquement destinés à des sacrifices. Voilà une autre forme de mentalité. Moi, je vais la sacrifier dans mon assiette, vous n'inquiétez pas. Donc, le regroupement, il y a assez de place, effectivement, pour élever nos volailles. On peut imaginer la création d'un label, là encore une fois. Oui, absolument. On a parlé du poulet de Loué, on pourrait parler du poulet de Guinée. Et nous savons bien qu'il y a peu de pesticides qui sont utilisés ici, dans les champs ou sur les cultures, encore moins dans la brousse. Le label pourrait avoir la mention produit biologique. Et produit biologique, à l'exportation, ça n'a pas de prix. Ça coûte très cher et donc ça rapporte beaucoup de pouvoir faire en sorte d'exporter un produit bio comme de la viande, et notamment de la viande de volaille. Qu'est-ce qui manque dans ce secteur ? Il manque de repérer les éventuels porteurs de projets, les lieux. Il y a des lieux, parce que la volaille, elle mange sur un terrain, ça peut être un terroir. Il y a des volailles qui n'ont pas le même goût d'un terroir à un autre. En France, il y a des moutons qui mangent des prés qu'on appelle des prés salés parce qu'ils sont au bord de la mer. Donc ils mangent de l'herbe est salée par les embruns maritimes, et ce qui donne à ce mouton un goût tout à fait particulier. Et tout le monde s'arrache cette viande de mouton qui est délicieuse. Donc il y a une petite étude, mais nos anciens dans l'intérieur du pays doivent le savoir mieux que vous et moi, savent quels sont les meilleurs animaux, les meilleurs coins, les meilleures volailles, et qu'est-ce qu'il faut leur donner. Il faut regrouper ces bonnes volontés et créer la structure adéquate qui va les aider à un minimum d'investissement, parce qu'il ne faut pas grand-chose, avouons-le, pour élever des volailles, mais surtout pour organiser le circuit, l'abattage, la préparation de la volaille, le conditionnement de la volaille, et lorsqu'on sera bien implanté, pourquoi pas l'exportation de la volaille. Absolument. Et c'est valable aussi pour les pêcheurs. C'est valable pour les pêcheurs. On parle ici de tout ce qui peut être l'objet de la création de coopératives. On en trouve ailleurs. Pour les pêcheurs, pour l'habitat, dans le domaine de l'habitat également. Alors l'habitat est un point là aussi assez crucial. Il y a des problèmes. Il y a d'énormes problèmes à D'énormes. Conakry. Dans cette ville où le logement social est quasi inexistant, les moins fortunés se retrouvent en banlieue, ce qui aggrave encore les dépenses de transport. Les exemples de réalisation de l'économie solidaire dans ce domaine de l'habitat sont très nombreuses. Il y a soit des associations, soit des sociétés coopératives d'utilité collective, on les appelle en France. Le statut n'existe pas ici, mais il pourrait exister. C'est un regroupement plus large de structures mutuelles, entreprises et collectivités locales. Chacun mettant au pot pour construire ou réhabiliter de l'habitat. Il y a des exemples très intéressants sur des associations qui effectuent par exemple à la place du propriétaire la gestion locative. Il y a des petits propriétaires. Ici, en Guinée, c'est affolant de voir que des propriétaires demandent jusqu'à 18 mois d'avance. 2 ans, 3 ans même d'avance. Donc je me mets à la place du candidat locataire, c'est quasiment impossible. Impossible. Et tenez-vous bien, les contrats de location sont rarement respectés. Vous pouvez être vidé selon le bon vouloir du propriétaire et puis voilà. Oui, c'est de graves dérives. J'ai constaté ça dans des cours où le propriétaire se permettait de mettre à la porte les 9 familles qui étaient là. Alors là encore, le regroupement, la création d'associations de services cette fois-ci, dans un état d'esprit, c'est toujours ça dans l'économie solidaire, de gagnant-gagnant. Il faut que le propriétaire s'y retrouve, il faut que le locataire s'y retrouve. Je voudrais juste rappeler à nos amis auditeurs qui désireraient participer à cette émission, poser des questions, qu'ils peuvent appeler dans un peu plus de 5 minutes déjà au 621 222 222, 621 222 222. Oui, monsieur Leclerc. Oui, nous étions dans le domaine de l'habitat. Les exemples typiques de l'économie solidaire dans ce secteur, ce sont des associations
qui vont soit proposer aux propriétaires d'assurer la gestion locative, ce qui veut dire aussi l'entretien, la relation avec le locataire. En contrepartie, il y aura une petite proportion de loyer qui sera prélevée par cette prestation de service. Mais en retour, on aura la garantie d'avoir son loyer, parce qu'encore une fois, on plaint les pauvres locataires, mais il faut dire que certains ne payent pas leur loyer ou n'arrivent pas à le payer. Donc, ils n'arrivent plutôt pas. Donc chacun, encore une fois, doit s'y retrouver. Hein. Je pense par exemple à des exemples des dispositifs comme le bail à réhabilitation, qui existe en France, qui est très intéressant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça ? Le propriétaire n'a pas les moyens d'entretenir son bien. Les locations n'arriveraient même pas à couvrir la réhabilitation de son bien parce qu'il est trop abîmé, par exemple. Le propriétaire confie à l'association d'économie solidaire, pour faire court, dans le domaine de l'habitat, son bien pour qu'il soit réhabilité et il l'abandonne pendant quelques années, abandonne entre guillemets, il abandonne la gestion de son bien pendant quelques années. L'association va pouvoir louer à des familles à revenus modestes l'habitation ainsi réhabilitée. Le propriétaire, à la fin de la période, retrouve son habitation entièrement refaite, ce qui lui apporte beaucoup de valeur et en général, comme les prix montent beaucoup dans les métropoles, une valeur supérieure à ce qu'il aurait pu obtenir s'il l'avait loué. C'est un des exemples. On s'aperçoit d'ailleurs, en louant des familles nécessiteuses, par expérience, on s'aperçoit que ces familles-là sont les plus respectueuses du bien. Oui. Parce que bien sûr, nous connaissons tous des dégradations incroyables effectuées par les locataires. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Al-Seini ? Oui, bonsoir monsieur. Mais nous vous écoutons, Al-Seini. J'avais une question pour vous. Je suis licencié en administration des affaires et j'ai des amis avec qui on a formé une équipe. On voudrait un peu évoluer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes près d'une radio ? Il faudra l'éloigner parce qu'on vous entend très mal. Allô ? Oui, alors maintenant on vous entend mieux. Allô ? Oui, nous vous écoutons. Voilà. On avait un projet de création d'entreprise qui s'accentue sur la distribution des œufs de poule. La distribution des œufs ? Des œufs de poule. Des œufs de poule, oui. Des œufs de poule. Oui, on voudrait un peu votre conseil par rapport à cela. D'accord. Ok. Al-Seini, merci. Oui, monsieur Leclerc, Al-Seini nous dit qu'ils ont un projet de vente d'œufs de poulet du pays. Quel conseil vous pouvez leur donner ? Je peux dire déjà qu'on en trouve. Oui. Donc il faut qu'ils s'inscrivent dans le marché existant, qu'ils réfléchissent un peu sur le positionnement, soit par la qualité du produit qui pourrait être différente, soit la provenance, soit de l'implantation du lieu de vente. On est typiquement dans l'initiative dont on parle, les initiatives dont on parle. Les porteurs de projets, et cet auditeur en fait partie, qui ont une idée de cet ordre-là, sont très précieux, parce que c'est eux qui créent les emplois de demain. Donc moi j'encourage peut-être à donner le contact. Peut-être comme vous dites, le problème c'est qu'ils aient l'esprit un peu plus imaginatif, faire preuve d'innovation, parce que les œufs, il y en a beaucoup. Mais c'est toujours... le champ est toujours libre, le champ ne demande qu'à être occupé. Le plus inventif pourra y tirer son jeu. Alors Al-Seini, nous t'encourageons. Oui, monsieur Leclerc, vous disiez, nous étions encore en train de parler de légalisation des concessions, je ne sais plus, des projets d'économie solidaire qui dans l'habitat, nous étions dans l'habitat. Dans l'habitat. Maintenant, puisque le temps est assez limité, si nous abordons un peu le cas du recyclage des déchets. Oui, alors c'est un des grands volets de l'économie solidaire, puisqu'on a vu qu'elle s'inscrit dans le développement durable. Et le développement durable inclut évidemment une meilleure gestion de nos déchets. Alors il y a l'étude des projets industriels ici. Je les connais, ils sont dans les cartons. On ne peut pas trop citer les entreprises qui ont cette idée-là, mais on a dans les cartons
des projets de recyclage de produits agricoles pour en faire de l'électricité, par exemple. On peut très facilement, il y a de plus en plus d'installations de méthanisation, hein, c'est-à-dire on fait fermenter une biomasse quelconque, qui peut être un déchet, un sous-produit agricole. La fermentation produisant du méthane, le méthane n'est autre que le gaz que vous retrouvez dans vos bouteilles, hein, et qui permet de faire tourner des turbines. Lorsque ces déchets sont produits par une industrie qui en produit très régulièrement, la production de gaz et donc, si on le souhaite, d'électricité derrière est très constante. Le recyclage des déchets, nous avons vu là une valorisation de déchets agricoles, mais le cas de Conakry est criant. Des déchets, il y en a des monceaux ici. Monsieur Diallo Momodou. Allô? 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 Oui, monsieur Diallo Momodou, nous vous entendons, nous vous recevons, nous vous écoutons. Allô? Bon, ça passe pas. Oui. Oui, monsieur Leclerc. Nous parlions des déchets. Alors, Il y a également le recyclage des pneus usagés. Ça me paraît très intéressant, cela. On ne pourra pas tous les voir dans le temps qui nous est imparti. Justement, c'est pour ça qu'on il y a de très nombreux exemples de recyclage de déchets. Il faut rappeler quand même que toute matière est recyclable. Toute matière a une valeur. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous jetez une canette ou un sachet vide d'eau minérale, vous jetez directement de l'argent par terre. Le cours du polyéthylène terephthalate qui compose les bouteilles de plastique, Koya ou autres, a pu atteindre jusqu'à 2 millions la tonne en 2010. Donc j'ai fait le calcul. Si vous jetez un sachet vide d'eau par terre, vous jetez en fait potentiellement l'équivalent de 3 francs guinéens. Alors vous allez me dire, ce n'est rien, mais est-ce que vous le feriez si c'était véritablement un billet ou une pièce de 3 francs? Alors Philippe, parlez-nous un peu du recyclage des pneus usagés et ce qu'on peut en faire, c'est intéressant. Alors ici, j'ai cru comprendre que l'on brûlait les pneus pour récupérer la ferraille qu'il y a à l'intérieur. Oui. Et puis ça, c'est juste une infime partie des pneus usagés. C'est une petite partie des pneus usagés, mais qui n'est pas négligeable lorsqu'on a affaire à de grosses quantités. Les pneus usagés peuvent être plus facilement broyés. On sépare la ferraille du caoutchouc, si vous voulez, et on peut incorporer ce caoutchouc dans des revêtements soit destinés à l'insonorisation, soit en refaire des routes. Dans les routes des pays riches, il y a une proportion. Allô? Oui, allô, oui, nous vous écoutons, mais éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste radio ou bien éteignez-le. Oui, nous vous écoutons. Bien, s'il vous plaît. Oui, nous vous écoutons. Je suis avec des amis, nous avons initié de créer une coopérative. Oui. Qui doit évoluer dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, oui. Oui, donc nous désirons des conseils auprès de votre invité. D'accord. Et ensuite, nous avons besoin, si toutefois il a des coordonnées, comme ça, pour tout problème, on pourra le consulter pour avoir plus d'idées. D'accord. Il vous entend, monsieur Leclerc? Oui. Oui. Il faut donner. Je vous donnerai les coordonnées hors antenne, peut-être. D'accord, hors antenne. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il appelle. Le mieux est l'Internet, monsieur. Je ne me souviens plus de votre prénom. Allô? Oui, mais il nous écoute. Si vous nous écoutez, donc vous pouvez facilement m'envoyer un courriel ou un email par Internet. Je donnerai à la régie et à Maguette l'adresse tout à l'heure. Il va donner l'adresse à la régie et vous allez appeler au 621 222 222, monsieur. On vous donnera les coordonnées de monsieur Leclerc. Voilà. Alors maintenant, pour le projet concernant l'agroalimentaire, voilà. Ils ont l'intention, sans beaucoup plus de précision évidemment, l'intention de s'investir dans l'agroalimentaire, dans les fruits et légumes. Alors, ils ont besoin de vos conseils. Alors, c'est en plein dans ce que nous évoquons depuis le début de nos rencontres. Oui. Alors, ça dépend. S'ils veulent le faire d'une façon, j'ai compris, coopérative. Oui, certainement. Donc, il a parlé de coopérative, en fait. Donc, c'est en plein dans le cadre de l'économie solidaire. Donc, ensuite, c'est un cheminement normal
de création d'entreprise. Il faut savoir quel est son marché, quels sont les concurrents, quels sont l'atouts de notre produit, le positionnement de ce produit, et bien sûr les conditions de la réalisation de ce produit, puisque lorsqu'on dit agroalimentaire, ça veut dire transformation. Qui dit transformation nécessite bien souvent des investissements, des machines, et un certain nombre de normes ou de règles à respecter. Donc c'est tout un processus, mais l'important là est que nous avons une volonté commune. Lorsqu'on parle de coopérative, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui s'associent, et ça c'est un bon point. Le conseil est plus facile lorsqu'on est à plusieurs. Donc j'encourage l'auditeur, comme tous les autres d'ailleurs, à nous faire part des projets. On pourra aiguiller, alors on ne pourra pas tout faire, mais aiguiller de la meilleure manière qui soit, en tout cas pour adopter une méthode qui va jusqu'à la création. Il existe des organismes ici d'aide. On orientera en fonction de la nature du projet. Oui. Alors, Monsieur Leclerc, si vous êtes d'accord, et compte tenu du temps qui nous est minuté, les champs possibles sont très vastes. Est-ce qu'il ne nous faut pas parler maintenant de formation, Monsieur Leclerc, si vous êtes d'accord? Oui, alors, vous disiez que le champ est très vaste, je voulais simplement, on avait encore quelques exemples, mais le temps tourne. Je voulais insister sur le fait que c'est pas les idées qui manquent, c'est pas les marchés, encore une fois. Le marché peut être lié à un produit, mais peut être lié aussi à un investissement particulier. Je ne sais pas, par exemple, alors je lance ça pour nos auditeurs, hein, je ne sais pas s'il existe une imprimante 3D en Guinée. Une imprimante 3D, on voit ça souvent à la télé, enfin de temps en temps. Peu de personnes l'ont vu, mais c'est un appareil extraordinaire. Au lieu d'imprimer une page blanche en 2 dimensions, l'imprimante, entre guillemets, va fabriquer un objet usuel de tous les jours, jusqu'à des paires de chaussures. On a même vu des imprimantes 3D fabriquer des ponts tout entiers. Donc des petits ponts, avec environ 2 mètres de travée, mais des ponts quand même qui enjambaient une rivière. Donc il est important de se tenir au fait des nouveaux matériels, des produits, parce que là c'est typiquement un investissement à réaliser. Alors il y en a des plus ou moins chers en fonction de ce que l'on veut faire, mais si l'on fait cet investissement dans un pays où il n'existe pas d'imprimante 3D, on sait d'ores et déjà qu'on peut avoir le marché en primeur. Je voudrais vous demander, Monsieur Leclerc, est-ce qu'il n'est, à la fin de notre émission, est-ce qu'il n'est pas, vous pouvez tout simplement donner votre adresse mail en direct et que les auditeurs qui nous écoutent, que ça intéresse, puissent prendre ça. Ce sera plus facile de le faire que... Bien sûr. Voilà. Ok. Donc nous continuons. Vous nous disiez... Oui, donc je voulais insister sur le fait qu'il existe. Hein, on voit que les auditeurs ont des idées. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas pu peut-être nous joindre, mais qui nous écoutent. Donc vous pouvez parfaitement y aller. Ceux qui n'ont pas d'idées, moi je peux leur en apporter. Je viens de vous en apporter une. Le premier qui va investir dans une imprimante 3D, il est sûr qu'il va avoir un petit marché puisqu'il sera le seul. Donc c'est pas les idées on peut les apporter, c'est des porteurs de ces projets-là. Il faut savoir les mener jusqu'au bout. C'est pas facile parfois de créer une entreprise, surtout lorsqu'on n'a pas trop de fonds pour investir. Donc il vaut mieux s'entourer, il vaut mieux se regrouper, il vaut mieux le faire savoir. Je vois souvent ici des porteurs de projets qui ont peur de se faire voler le projet. J'ai entendu ça très souvent. Très souvent. On va me voler mon idée, on va me voler mon projet. Monsieur Maguette, moi les projets que j'ai eu à créer, enfin les projets que j'ai eu à mener à terme, j'en ai au contraire parlé beaucoup. Parce qu'il y a une grosse différence entre des projets, moi je peux vous pondre des idées tous les jours, et la réalisation de ce projet qui est le plus difficile. Donc il ne faut pas avoir peur de se faire voler le projet, il faut avoir le courage de le mener jusqu'au bout, et pour cela adopter les bonnes méthodes. Là, vous nous parliez de formation. Alors là, vous envisagez, vous avez 2 projets de formation à l'étude. Voulez-vous nous en parler, Monsieur Leclerc? Oui, on est en phase de définition. C'est pas très arrêté encore parce qu'il faut tenir compte des spécificités de l'Afrique et de la Guinée en particulier. Ces formations existent
en France notamment, c'est pour celle que je connais le mieux. Des partenariats sont déjà dans les tuyaux pour être noués et formés ici. Alors, de quelle formation parle-t-on? D'agents, parce que face à ces nombreux projets possibles, il faut les multiplier sur les territoires. La Guinée est un grand pays. Et donc, on imagine 3 sortes de parcours. Le parcours d'ingénierie de projet en entrepreneuriat social et solidaire, qui développe des apprentissages à la conception et au développement de projets de services au sein de structures de l'économie sociale ou solidaire. Donc on a vu coopératives, associations, mutuelles, entreprises d'insertion, ONG ou les collectivités territoriales. Premier parcours possible. Deuxième, le parcours en ingénierie de projet en développement durable des territoires, qui s'oriente plus vers le soutien à l'innovation sociale inscrite dans la gestion durable des ressources. On a parlé des déchets tout à l'heure. Et à l'échelle d'un territoire tout entier, ou des projets de structure aux collectivités locales, des projets d'intérêt collectif, ou avec des organismes partenaires des collectivités locales, je pense notamment à des bailleurs. Le troisième parcours possible, c'est celui, et donc la formation à mettre en œuvre en face, c'est le parcours du créateur d'activités d'utilité collective. C'est le cas de notre auditeur tout à l'heure. Il a un projet, il est dans le tuyau, il faut l'organiser, il faut lui donner la méthode. C'est un troisième type de parcours. Alors, le contenu de ces formations n'est pas encore définitivement arrêté, mais on peut imaginer qu'il y aura 2 types de formations. Une licence professionnelle qui se préparerait en 3 ans, 3 ans maximum, qui pourrait s'adresser d'ailleurs à des travailleurs, à des adultes, et non pas forcément à des bacheliers en formation initiale. On retrouverait là les aspects d'apprentissage de démarche entrepreneuriale, mais où la performance, l'innovation, la gestion des ressources sont déclinées dans un objectif de valeur ajoutée sociale. C'est l'économie solidaire. L'individu au cœur du projet et non pas le profit. L'économie solidaire est la logique du marché, parce qu'on s'inscrit bien dans le marché, dans une logique marchande. Les approches pratiques de tout cela, l'acteur entreprise, mais aussi l'acteur l'État, l'acteur associatif, les approches théoriques du marché en développement, socialement durable, le choix éthique dans l'économie, parce qu'il y a parfois des choix à faire. On est confronté à ce choix, et lorsqu'on est entrepreneur de l'économie solidaire, on va faire le choix de l'éthique plutôt que du profit à tout prix, au prix de menacer la santé des travailleurs ou de polluer la planète. Donc, ce premier type de formation préparerait le projet lui-même avec l'accompagnement de ce projet le projet servant de stage dans ce cas-là. Deuxième type de formation envisagée, le master, donc un bac plus 5, master 2, en ingénierie de projet et économie sociale et solidaire. C'est une façon un peu plus originale vers l'innovation sociale, les solidarités, les modes émergents de développement durable, par la construction de possibilités concrètes de projets d'avenir, mais s'articulant sur un territoire avec des dimensions sociétales et éthiques. Il intégrerait des préoccupations environnementales, donc tous les projets qui intéressent les territoires, le recyclage, mais aussi la production agricole fait partie de cela. Et tout cela, bien sûr, de manière innovante dans le champ de l'économie sociale et solidaire et du développement durable. Donc, quelles compétences désire-t-on apporter? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences pour mener à bien ces projets? C'est concevoir, mettre en œuvre, évaluer un projet dans des multiples dimensions. On voit bien. Alors, Philippe, c'est dommage, mais nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez juste le temps de donner votre adresse mail à l'intention de nos auditeurs. Alors, on peut m'écrire sur l'adresse Yahoo Leclerc, Philippe, PHILI2PE, @yahoo.fr. Je répète, leclerc.philippe@yahoo.fr. Leclerc. Leclerc. Leclerc, Philippe. Voilà. Merci, monsieur Maguette. Allez, mes amis auditeurs, merci d'avoir été au rendez-vous.
Nous vous souhaitons un bon week-end, comme d'habitude. Merci, Monsieur Leclerc. Juste à rappeler à nos auditeurs qu'exceptionnellement, la rediffusion de cette émission se fera le dimanche de 10h à 11h30. Merci à l'équipe technique Yariatou. Nous serons sur YouTube aussi. Et je voulais rappeler juste à nos auditeurs que nous serons sur YouTube. Et vous pouvez peut-être retrouver ces émissions, vous les retrouverez en tapant sur la chaîne, en tapant Perspective Guinée sur YouTube pour suivre nos émissions en ligne. Bonsoir à mes auditeurs, à la semaine prochaine.